bonjour. Dans ce 5e épisode qui est consacré à l'onduleur, on va voir ensemble le second étage de notre convertisseur. Alors ce second étage, il va transformer le 400 volts à courant continu qu'on a fabriqué dans le premier étage en 220 volts alternatif 50 Hz. Pour ce faire, on va se baser sur ce petit module qui s'appelle EGS002. C'est un SPWM. Donc PWM, on a déjà vu ensemble. S pour sinusoïdal. Donc c'est un PWM qui va fabriquer une sinusoïde. Alors, c'est pas du tout dans mes habitudes de faire ça, mais je vous engage à aller voir une petite vidéo de Electro Academy que je trouve super bien faite sur le fonctionnement de ce genre de petit module. Donc il vous explique comment fonctionne un pont en H. On a déjà eu l'occasion de voir dans EP36 le pont en H quand on a parlé des moteurs à courant continu. Ici on va utiliser aussi un pont en H mais qui sera piloté d'une manière un peu particulière. Alors ce petit module il est basé sur un microcontrôleur qui tourne avec un quartz de 12 MHz. Donc ça va permettre d'avoir une certaine stabilité au niveau du 50 Hz. Donc vous voyez le nombre de divisions dont on a besoin à partir de 12 mégas pour obtenir du 50 Hz. Ça va nous permettre d'avoir une fréquence de 50 Hz qui va être très stable. Et il est aussi composé de 2 drivers pour les MOSFET du pont en H. Mais on va voir tout ça en détail dans la vidéo. Alors d'ici à ce que je lise vos questions et vos commentaires, je vous souhaite une bonne vidéo. Alors, comme je vous le disais dans la présentation, donc ce second étage de notre convertisseur va être basé sur un pont composé de 4 MOSFET montés en H. Alors, on verra bien entendu le schéma en détail par la suite, mais ce pont en H va être piloté par ce petit module EGS002, donc le petit module que voici. Alors, ce petit module, lui, est composé tout d'abord d'un microcontrôleur EG90, piloté par un quartz de 12 mégas. Et ensuite, il a aussi 2 drivers, IR2110 ou IR2113. Donc, indifféremment, vous aurez un module avec l'un ou avec l'autre, mais le fonctionnement est exactement le même. Ces 2 modules sont des drivers de demi-pont en H, donc ils vont chacun driver 2 MOSFET. Alors, les sorties où j'ai mis des petits plots verts, ce seront les commandes des MOSFET. Et les 2 sorties avec les plots noirs, ce seront les 2 tensions de référence des MOSFET supérieurs du pont en H. Mais on verra tout ça en détail lorsqu'on verra le schéma du circuit. Ensuite, la première chose que je vous conseille de faire lorsque vous allez acquérir ce petit module, c'est d'abord de le tester. Tout d'abord pour voir s'il fonctionne correctement, et puis pour vous familiariser un peu avec les différentes entrées-sorties. Alors comme vous voyez, je vous ai mis le câblage ici pour le test. La plupart des pins sont connectés à la masse, donc partout où vous voyez GND, c'est la masse. Vous avez 4 sorties, test 1, test 2, test 3, test 4. Vous avez les 2 tensions d'alimentation, plus 12 volts, plus 5 volts. Et j'ai aussi mis une consigne de 2,5 volts à l'entrée mesure de tension, de manière à ce que la sécurité sous tension ne se déclenche pas. Par contre, je ne testerai pas ici le système qui va faire fonctionner le ventilateur, donc la mesure de température et la commande du ventilateur. De même, la mesure de courant est connectée à la masse, mais on verra leur test par la suite que lorsque le convertisseur sera câblé. Alors, pour effectuer ces mesures, vous devez réaliser ces 2 petits filtres RC pour mettre sur les sorties 3 et 4. Donc, test 3, test 4. Et les tests 1, test 2 vont directement à l'oscillo. Donc le graphique que vous devez avoir sur votre oscilloscope, c'est un signal rectangulaire en test 1, test 2. Bien entendu, les 2 sorties seront en opposition de phase. La période est égale à 20 millisecondes, donc ça veut dire que vous aurez déjà la fréquence de 50 Hz. Et sur les sorties test 3 et test 4, donc après ce petit filtre, vous aurez cette forme de signal. Voyons maintenant en mesure pratique ces différents signaux sur l'oscilloscope. Alors voilà le setup de test pour notre mesure, donc pour le test de l'EGS002. Tout d'abord, on a l'alimentation qui sort le 5 volts et le 12 volts. On a aussi la petite consigne qui va générer 2 volts et quelques à l'entrée mesure de tension. Et on a le scope sur lequel on va afficher les 4 sorties. Alors en jaune et en rouge, on a
test 1, test 2, et en bleu et en vert, on a test 3, test 4. Et voilà le petit module installé sur le breadboard avec à l'avant les deux petits filtres RC pour test 3, test 4. Voyons en détail sur le scope ce que ça donne ces quatre sorties. Donc on a d'abord en jaune test 1, en rouge test 2, avec 10 volts par division, donc ça me fait à peu près 12 volts. Au niveau de test 3 et test 4, on a 5 volts par division, donc là aussi on a un peu plus de 2 carreaux, donc ça me fait plus ou moins 12 volts d'amplitude. Au niveau de la période, j'effectue une mesure de la période à 20 millisecondes, donc ça me fait bien une fréquence de 50 Hz. Et au niveau de la stabilité du 50 Hz, vous pouvez voir ici que la variation n'est que de quelques millihertz. Donc on aura quand même un convertisseur avec une fréquence de sortie qui sera relativement stable. Maintenant que nous avons testé le petit circuit de commande EGS002, voyons comment fonctionne le pont en H et surtout comment à partir de ce système on va pouvoir fabriquer une sinusoïde 50 Hz à partir de courant continu. Alors, le pont en H, d'abord, pourquoi l'appelle-t-on pont en H? Eh bien, on voit que nous avons deux branches verticales composées chacune de deux transistors, soit des MOSFET, soit des IGBT, etc. Et nous avons une branche horizontale, donc ceci décrit un H. Alors, dans la branche horizontale va se trouver la charge, donc la sortie, si vous voulez. Et sur la partie supérieure, on va avoir la tension d'alimentation positive et sur la partie inférieure, on va avoir la masse, donc le 0 volt. Alors si on considère que tout d'abord on fait circuler le courant à travers le transistor numéro 1 et à travers le transistor numéro 4, le courant va circuler de gauche à droite. Si on fait circuler le courant à travers le transistor numéro 2 et puis à travers le transistor numéro 3, le courant va circuler de droite à gauche. Donc, considérons que dans le premier cas, on va s'intéresser à l'alternance positive de notre sinusoïde, et dans le second cas, on fabriquera l'alternance négative. Alors, comment fabriquer cette alternance avec ce système de commutation? Eh bien, on va commuter tout d'abord pendant la durée 10 millisecondes de l'alternance positive, on va commuter uniquement les transistors S1 et S4. Et on va créer donc tout un tas de petits morceaux, on va découper, si vous voulez, notre sinusoïde avec une fréquence de 23,4 kHz. Donc ça, c'est la fréquence de modulation du SPWM. Donc on va voir ici tout un tas de petits bouts que, mis ensemble, vont constituer l'alternance positive de notre sinusoïde. Ensuite, pendant les 10 millisecondes suivantes, on va s'intéresser au transistor 2 et au transistor 3 pour fabriquer l'alternance négative de notre sinusoïde. Et donc l'ensemble des deux nous donnera une sinusoïde de 20 millisecondes, c'est-à-dire une fréquence de 50 Hz. Maintenant qu'on a vu comment fonctionne le pont en H, on va réaliser un petit convertisseur d'essai pour valider le principe et tester les différentes sécurités du module SPWM. Donc, à partir de 35 volts continus, j'espère fabriquer du 23 volts alternatif sinusoïdal 50 Hz. Pour ce faire, voici notre pont en H. On a la première branche verticale, la seconde branche verticale, composée d'IRF 840. On a la branche horizontale, donc la sortie entre ce point-là et ce point-là. Et on voit que sur une des deux sorties, on a mis en série une bobine de 3,3 millihenry, ainsi qu'en parallèle sur la sortie, un condensateur de 2,2 microfarads, 630 volts. Alors cette bobine a un rôle très important dans le fonctionnement du convertisseur. Elle a un rôle très important et elle va avoir deux effets en fait. Tout d'abord, elle va avoir un effet de lissage, c'est-à-dire qu'on va commuter à grande vitesse nos transistors de manière à fabriquer notre sinusoïde, et donc on va avoir un tas de creux et de crêtes. Alors, lors d'une crête, lors d'une augmentation de courant, la bobine va stocker une partie du courant dans son champ magnétique. Par contre, quand on aura un creux,
elle va restituer cette énergie et donc remettre du courant sur la sortie. Ça va permettre d'effectuer un lissage du signal de sortie. Le second rôle de cette bobine, c'est qu'en association avec le condensateur de 2,2 microfarads, ils vont créer tous les deux un filtre passe-bas, donc un filtre LC, qui va permettre de supprimer tout ou partie des harmoniques créées par le convertisseur. En effet, on va avoir des transistors qui vont commuter à grande vitesse, donc des signaux rectangulaires. Et vous savez que lorsqu'on produit un signal rectangulaire, on produit aussi tout un tas d'harmoniques. Et donc, on espère supprimer tout ou partie de ces harmoniques avec ce filtre passe-bas. On aura l'occasion, lorsque le convertisseur sera réalisé, de voir si ce filtre est suffisant ou si on doit y ajouter éventuellement une cellule filtre EMI. Au niveau du pilotage de nos MOSFET, on voit qu'à partir du module SPWM, on a tout d'abord en série avec la gate une résistance de 4 ohm 7, ainsi qu'en parallèle entre le gate et la source, une résistance de 10K. On a déjà vu le rôle de ces deux résistances lorsqu'on a vu les MOSFET ainsi que les vidéos précédentes sur le convertisseur. Je vous engage éventuellement à revoir ces vidéos pour vous rappeler un peu à quoi elles servent. Par contre, ce qui est nouveau, c'est cette petite diode 1N4148 qui est en parallèle sur la résistance série. Alors, à quoi sert-elle? Eh bien, cette petite diode va permettre d'augmenter la rapidité de commutation de notre transistor. C'est-à-dire que on va diminuer le temps de relâchement de par le fait que si on applique un 0 à ce point-là pour relâcher le transistor et qu'il n'y a pas la diode, on va avoir une constante de temps RC composée par la 4,7 ohm et la kappa parasite entre la gate et la source. Et donc il faudra au transistor le temps de décharger cette kappa parasite pour pouvoir se couper. Si on met une petite diode, on applique directement le 0 V, moins bien entendu la chute de tension aux bornes de la diode, sur le gate du transistor, donc il va se couper beaucoup plus vite. Ce qui va permettre d'augmenter la vitesse de commutation de nos transistors MOSFET ou des IGBT si on met un IGBT. Ensuite, on voit qu'on a un shunt entre le point bas de notre pont en H et la masse. Ce shunt va permettre de mesurer le courant qui est tiré à travers les deux branches verticales. Ce courant, on va en envoyer une image sur la pin 1 du SPWM, donc la borne IFB, de manière à créer une sécurité de surcourant ou de protection contre les courts-circuits. Si le courant devient trop important, on coupe le convertisseur. On vérifiera cette fonction dans les tests ultérieurs. Ensuite, on a aussi la possibilité d'avoir un test de la tension de sortie de notre convertisseur. Donc imaginons qu'on met un pont diviseur et qu'on renvoie sur la pin 15 l'image de notre tension de sortie. Si la tension de sortie devient trop élevée, le convertisseur va se couper. On vérifiera aussi cette sécurité. Et le circuit SPWM comporte aussi la possibilité d'avoir une mesure de température avec une CTN et de commander un ventilateur. Personnellement, je n'utiliserai pas cette fonction parce que j'aurai des circuits extérieurs qui vont commander les différents ventilateurs. Alors voilà le setup pour les différentes mesures qui vont suivre. Tout d'abord, on a l'alimentation du convertisseur aux alentours de 35 volts. Et puis, on a l'alimentation 5 volts et 12 volts pour le SPWM. On a le scope sur lequel on va visualiser la sortie du convertisseur et on voit qu'on a une belle sinusoïde relativement propre. Ensuite, on a cette petite alim qui va fabriquer les consignes pour tester les sécurités. Un second scope avec lequel on va tester les sécurités et le petit voltmètre qui va mesurer les tensions de consigne des sécurités. On a aussi les deux voltmètres, le premier qui mesure la tension d'entrée, donc les 35 volts venant de la lime, et la sortie du convertisseur qui est aux alentours de 23 volts. Alors, voilà notre setup. Donc on a le petit module qui alimente les MOSFET. On a le refroidisseur avec les 4 MOSFET et ici on a le petit shunt de 0,1 ohm.
Ensuite, on a cette fameuse bobine qui va lisser le courant de sortie et la charge avec le condensateur de 2,2 microfarads en parallèle. Alors, première mesure, on va démarrer le convertisseur et voir que le soft start, c'est-à-dire le démarrage en douceur, fonctionne correctement. Top! Et on voit bien que la tension de sortie du convertisseur apparaît progressivement pour éviter justement d'avoir une pointe de courant sur la batterie au démarrage. Deuxième mesure, je vais tester la sécurité en surtension, c'est-à-dire que je vais entrer une consigne sur la pin numéro 15 en VFB et voir à partir de quelle tension le convertisseur va se couper. Donc là on est à 2 volts 8, 2 volts 9, 3 volts et on voit qu'à 3 volts le convertisseur commence à se couper. Si je diminue la tension, le convertisseur redémarre. Mesure suivante, on va tester maintenant la sécurité en surcourant, donc sur la pin numéro 1 du SPWM. Je vais injecter une tension qui correspond à l'image du courant et on va voir à partir de quelle tension le convertisseur va se couper. Alors là on est à 0,2, 0,3, 0,4. Pouf! On considère qu'à 0,5 volts, le convertisseur se coupe. Et là, je peux diminuer la tension, mais le convertisseur ne redémarre pas. Je dois couper l'alimentation, remettre l'alimentation pour que le convertisseur redémarre. Mesure suivante, on va s'intéresser à la propreté de notre sinusoïde. Donc on voit qu'on a une sinusoïde qui est relativement belle. On a juste une petite distorsion de croisement au niveau du zéro. Mais là, on ne pourra pas faire grand-chose. C'est le principe du SPWM qui est comme ça. Par contre, on va regarder s'il n'y a pas un bruit qui se superpose à notre sinusoïde. Alors, on voit une espèce de brouillard. Mais si on passe en FFT, on voit qu'effectivement, on a quand même quelques raies qui apparaissent. Et ça ressemble très fort à des harmoniques. Alors, si on regarde un peu la fréquence de ces raies, la première est à 23,4 kHz, qui est exactement la fréquence de modulation du SPWM. Et la deuxième est à peu près au double de cette fréquence. Donc on peut considérer qu'on a encore quand même quelques harmoniques. Et lorsque on aura installé le convertisseur sur son circuit imprimé, eh bien là il faudra refaire des essais de bruit pour voir si ce bruit a disparu ou si on doit encore agir au niveau de la réduction de bruit. Parce que pour l'instant, avec le setup qui est tout ouvert et des fils dans tous les sens, c'est un peu normal qu'on ait quand même pas mal de bruit. Ainsi s'achève ce 5e épisode consacré à l'onduleur. Alors je pense qu'on a fait le tour de la théorie dont on avait besoin pour réaliser le convertisseur. Donc dans les prochaines vidéos, on rentrera dans la fabrication pratique de ce deuxième étage et ensuite l'assemblage avec les modules qu'on a vus précédemment. Alors à ce propos, j'ai trouvé sur le web un kit qui est composé du circuit imprimé, des différents composants dont on a besoin pour réaliser ce deuxième étage. Et en ce qui concerne les composants de puissance, ce ne seront pas des MOSFET, mais ce sont des IGBT, ce qui est encore mieux. Vous aurez aussi bien entendu le petit module, et vous avez même, pour ceux qui le veulent, le refroidisseur. Donc pour une quarantaine d'euros, vous avez le kit sans le refroidisseur, et pour 50 euros, vous avez le kit avec le refroidisseur. Je vous mettrai tout ça, bien entendu, en lien dans la description de la vidéo. Et vous trouverez aussi les différentes planches qui ont servi aux explications de cette vidéo. Vous trouverez bien entendu un lien qui pointe vers ce petit module ainsi que vers le kit que je vous ai présenté. Vous trouverez les datasheets des différents composants et vous trouverez aussi le datasheet de ce petit module. Je l'ai trouvé chez son fabricant et c'est relativement bien fait. C'est en anglais mais c'est très facile à traduire avec Google Translate ou un truc comme ça. Alors, je pense que je vais faire une pause dans la description de notre onduleur parce que, comme on va utiliser des IGBT, j'aimerais bien vous expliquer comment fonctionne et en quoi ça consiste un IGBT. Donc, je pense que la prochaine vidéo sera plutôt orientée vers l'utilisation et le fonctionnement de l'IGBT avant de l'utiliser pratiquement dans notre convertisseur. Alors d'ici à ce que je vous lise vos commentaires et vos questions, je vous souhaite bonne réussite dans vos projets et à bientôt pour une nouvelle vidéo.